Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. 30,32%, c'est le taux d'admission au DF session de mai 2023. Les résultats viennent juste d'être publiés. Nous serons en direct avec le directeur du Centre national des examens et concours, Mahamadou Keïta. Le référendum du 18 juin en chiffre 39,40%, taux de participation. Le oui l'emporte avec 97% et 3% pour le non. Ces résultats provisoires définitifs proclamés par l'EJ seront transmis à la Cour constitutionnelle. Fin de la session d'avril du CNT, le président de l'organe législatif de la transition nous dressera le bilan de plus de 3 mois d'exercice. À suivre l'actualité des sports dans une dizaine de minutes avec Isaac Chenou au menu du basketball et du football avec la 27e édition du championnat national de Ligue 1 et la CAN des moins de 23 ans. À suivre le dossier culture de la rédaction, nous allons revisiter l'histoire des années 1978 avec la troupe artistique de Mopti. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite, les détails. Et oui, l'heure de la vérité a sonné, des cris de joie et des larmes. Chacun récolte ce qu'il a semé pendant 9 mois. Les résultats du DF session de mai 2023 viennent d'être publiés à l'instant. Le taux d'admission est de 30,32% contre 47% l'année dernière. Nous sommes en direct avec le directeur du Centre national des examens et concours, Mahamadou Keïta. Bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui explique cette baisse? Bon, vous savez, ces résultats reflètent d'abord le niveau réel des enfants. Madame la ministre de l'Éducation nationale, depuis sa prise de fonction, a fait de la lutte contre la fuite des sujets, la fraude et puis les faux sujets son cheval de bataille. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les dividendes de cette lutte-là, qui commence à porter ses fruits parce que dans un passé récent, nos enfants, au lieu de travailler à l'école, attendaient le jour de l'examen pour pouvoir bénéficier d'avantages indus. Donc voilà un peu ce qui explique ces résultats. Juste rappeler que peut-être qu'ils sont en recul de 17% par rapport à l'année dernière, mais il faut préciser qu'ils sont en recul de 38% par rapport à 2021. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, les mesures mises en place, on commence à porter les fruits. Alors, depuis 2 ans, vous l'avez dit, le département s'engage à prôner l'excellence. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les excellents qui ont été admis? Ah oui, ce sont les meilleurs qui ont été admis. Parce que là aussi, il faut préciser qu'il n'y a pas eu de repêchage. C'est ceux qui ont la moyenne qui sont admis et qui constituent ces 32%. Il n'y a pas eu de repêchage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelle a été la moyenne d'admission? Je vous en prie, je ne vous entends pas bien. Je dis, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de repêchage. Alors, quelle a été la moyenne d'admission? La moyenne d'admission, c'est 10 sur 20. Alors, aujourd'hui, comment maintenir ce cap? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir un peu le système depuis la première année jusqu'au DF? Bon, ça, c'est une question peut-être qui concerne tout le système, pas seulement le centre des examens et concours. Parce qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Mais il faut surtout une réelle prise de conscience et des parents d'élèves et des élèves par rapport à leur réussite. C'est ce qui est le plus important. Parce que, je l'ai dit, il a toujours répété, nous ne rendons pas service à nos enfants en voulant les aider coûte que coûte le jour de l'examen ou à la veille de l'examen. Maintenant, le reste du problème, ça se gère tant au niveau de nos écoles, effectivement, mais aussi au niveau de la famille, que les uns et les autres se départissent de ces comportements-là, pour que dès le 1er octobre, dès le jour de la rentrée, que les enfants se mettent au travail, qu'ils se disent qu'au bout, il y a un examen à passer. Le taux 30,32%, le taux varie d'une région à une autre ou d'une académie à une autre. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Allô? Oui, allô? Oui, je ne vous entends pas bien. Le taux varie d'une localité à une autre. Alors aujourd'hui, Oui. Quelle est la situation réelle? Quelle est l'académie qui est en tête? Bon, nous ne voulons pas généralement, nous avons ces chiffres-là, mais nous ne voulons pas généralement aller dans ce sens, mais juste pour vous dire que
Maintenant, c'est l'Académie d'enseignement du Dioula qui est en tête avec 102,72%. Mais nous voulons nous en arrêter là parce que les gens nous demandent quelle est la première, la deuxième académie. Donc, les académies ne sont pas en compétition entre elles. Il faut qu'on le précise. Chacune d'entre elles travaille du mieux qu'elle peut pour pouvoir donner satisfaction aux élèves et aux parents. L'excellence dans l'espace scolaire et universitaire. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez à l'endroit des parents d'élèves pour vous accompagner dans cette démarche? Bon, aux parents, je demanderais surtout un sens très élevé de la responsabilité parce que nous sommes aujourd'hui dans un espace de compétition. Bientôt, nous allons être dans le bac UMOA. Il faut que nos enfants soient prêts pour affronter leurs collègues, leurs camarades des autres pays de la sous-région. Et cela passe obligatoirement par non seulement un encadrement au niveau de l'école, mais aussi un encadrement et un suivi au niveau de la famille. Que les parents d'élèves, dès la rentrée, qu'à chaque trimestre, ils se rendent à l'école pour connaître le comportement de leurs enfants, pour savoir leurs moyens et ensuite prendre les mesures correctives nécessaires. Sans cela, nous ne pourrons pas arriver à ce que nous voulons comme résultat. En clair, l'examen se prépare depuis le jour de la rentrée. C'est bien ça, depuis le jour de la rentrée. Et que les parents fassent vraiment un suivi régulier de leurs enfants à l'école. Parce que vous verrez, aujourd'hui ou demain, certains vont se plaindre, mon enfant, il avait 14 mois, il avait 15, il n'a pas passé. Mais pendant toute l'année scolaire, il ne s'est jamais rendu à l'école pour savoir quel est le vrai moyen de l'enfant. Ça, c'est un problème auquel nous faisons face. Mais les parents ont une grande part de responsabilité dans cette situation. Mamadou Keïta, directeur du Centre national des examens et concours, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, portez-vous bien. Autre résultat, c'est ceux du référendum du 18 juin. L'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, a proclamé hier après-midi les résultats provisoires complets et le oui l'emporte largement avec 97% des voix contre 3% pour le non. Le taux de participation est de 39,40%. Les résultats ainsi proclamés seront transmis à la Cour constitutionnelle qui proclamera les résultats définitifs. Le point avec Mamari Kouni. La proclamation des résultats provisoires du référendum du 18 juin 2023 a été effectuée conformément aux articles 150 et 151 de la loi électorale. Pendant 5 jours, la commission de centralisation a dépouillé les procès-verbaux de l'ensemble des bureaux de vote. Après un bref rappel du processus de centralisation et la méthodologie de travail, l'EGE a proclamé les résultats provisoires. Sur les 8 463 084 électeurs inscrits, 3 334 531 ont voté, soit un taux de participation de 39,40%. Le oui l'emporte avec 97% contre 3% au non. Sur les 24 416 bureaux de vote, le scrutin n'a pas pu se tenir dans 1121 bureaux de vote. Maître Moustapha Sissé, président de l'EGE. Scrutin du 11 juin 2023. Vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité. Inscrits 78 941. Votants 57 654. Bulletins nuls 609. Suffrages exprimés 57 045. Taux de participation 73,03%. Répartition des voix. Oui 53 586. Pourcentage 93,94%. Non 3456. Pourcentage obtenu 6,06%. Total 57 042 voix pour un total bien sûr de 100%. Scrutin du 18 juin 2023 inscrit 8 463 084 électeurs. Votants 3 276 877. Bulletins nuls 26 520. Suffrages exprimés 3 257 357. Taux de participation 38,72%. Répartition des voix oui 3 154 644. Pourcentage obtenu 97,06%. Non 95 725. Pourcentage obtenu 2,94%. Total 3 250 369. Pour un pourcentage bien sûr de 100%. Scrutin global du référendum. Inscrits 8 463 084 électeurs. Votants 3
334 531. Il était nul. 27 129. Suffrages exprimés, 3 367 402. Taux de participation, 39,40%. Répartition des voix. Oui, 3 208 230. Pourcentage, 97,00. Et le non, 99 181. Pourcentage, 3,00. Total, 3 307 411 pour un pourcentage de 100%. Le président de l'EJ a adressé une mention spéciale au ministère de l'administration territoriale pour son appui. Les résultats provisoires ainsi proclamés seront publiés bureau de vote par bureau de vote sur le site de l'EJ conformément à la loi électorale. Ils seront immédiatement transmis à la Cour constitutionnelle qui est seule compétente pour proclamer les résultats définitifs du scrutin référendaire. La session d'avril du Conseil national de transition a pris fin hier. Elle a permis aux membres du Conseil de se prononcer sur plusieurs projets de loi, examiner des rapports et participer aux activités de certaines organisations interparlementaires. Rappel des activités tenues courant la session d'avril avec le colonel Malik Diop, président du CNT. Il est au micro de Fousseni Tunkara. La session a enregistré l'adoption d'une trentaine de lois. Les lois votées ont concerné également des créations de services dans plusieurs secteurs, particulièrement des industries avec la Comatex et l'usine malienne des produits pharmaceutiques, dans les domaines des transports et de la sécurité routière, de la culture, des droits de l'homme, des eaux et forêts, de la défense, de la poste, ainsi que dans le domaine de la gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. Elles ont permis enfin d'apporter des modifications au statut général des militaires, au statut de la magistrature, au code de procédure pénale et à l'organisation judiciaire. Au cours de la session, nous nous sommes employés à finaliser la relecture de notre règlement intérieur. Dans le cadre de son application et pour conforter le fonctionnement de l'institution, le bureau du CNT et les bureaux des commissions ont été remembrés. Au chapitre de la diplomatie parlementaire, le CNT a pris une part active aux activités de certaines organisations interparlementaires dont le Mali est membre. La session qui s'achève a été l'occasion pour le Conseil national de transition, à travers sa déclaration du 18 mai 2023, de réagir au rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies sur les événements survenus à Moura. Il en est ressorti notamment que ce rapport atypique, truffé d'incohérences et de contre-vérités, n'est en réalité que le reflet de la volonté de certaines puissances impérialistes de vouloir continuer à discréditer et assujettir notre pays. Nous avons également adopté une autre déclaration pour renouveler toute notre solidarité avec le communiqué numéro 55 du gouvernement de la transition en date du 16 juin 2023, communiqué par lequel les autorités du Mali ont pris l'option stratégique de demander le retrait sans délai de la MINUSMA. Que Dieu dans sa miséricorde préserve nos populations, nous comble de ses bienfaits dans un Mali fort, uni et en paix. 9 heures passées de 13 minutes. La faculté de médecine et d'odontostomatologie a abrité la cérémonie conjointe de lancement de 2 programmes de master. Le premier est un master sur la gestion des risques de catastrophes. Le second porte sur le programme de bourse d'études supérieures pour la recherche de mise en œuvre des programmes de santé. Le point avec Aliou Abdoulaye Touré. 3 membres du gouvernement sont réunis pour un objectif d'intérêt commun, promouvoir la recherche au service de la santé et du bien-être des populations. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Le programme de formation postdoctorale de l'OMS fournit un soutien à la formation à la recherche postdoctorale en mettant l'accent sur la recherche de mise en œuvre sur le paludisme, la tuberculose, les maladies tropicales négligées, One Health, la surveillance et la préparation aux pandémies. La Direction générale de la protection civile accompagne le master en gestion des risques de catastrophe. Selon le ministre de tutelle,
C'est un pas important que le Mali vient de franchir avec ses programmes de formation sur la gestion des risques de catastrophes. Le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les catastrophes telles que les inondations, les sécheresses, les vents violents, les conflits armés rendent beaucoup plus vulnérables nos populations et entravent les efforts de développement du gouvernement et de ses partenaires. Une meilleure connaissance ainsi qu'une culture du risque et des catastrophes permettront sans nul doute de réduire substantiellement les dommages et les pertes, de renforcer la résilience et de consolider l'économie des populations. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur laisse entendre que la mise en place de ces masters constitue une belle opportunité pour le Mali. Professeur Amadou Keïta, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Avec le changement environnemental mondial et local, les pandémies et les conflits, la gestion des risques de catastrophes et la planification de la résilience deviennent une préoccupation pour les pays vulnérables. La création du programme de master en GRC à la FMOS répond à ces défis. La gestion des risques de catastrophes est un impératif de développement de notre pays. Ces programmes de master sont pilotés par la faculté de médecine et la direction générale de la protection civile. Ils sont financés par la Banque mondiale. 3 milliards 200 millions de francs CFA, c'est le coût global du projet Empower, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de l'éducation des enfants de 6 à 12 ans. Il sera exécuté par l'ONG internationale Right to Play sur le financement du Canada. Le point avec Batraoré. L'amour entre l'ONG Right to Play et la petite enfance continue et se renforce de jour en jour. La nouvelle expérience est le projet Empower qui vient d'être lancé. Soutenu financièrement par le Canada, le programme sera exécuté à travers 3 composantes dans les régions de Gao, Mopti et Badiankara. Il s'agit de l'amélioration des performances des organisations communautaires locales, l'accès accru à des opportunités d'apprentissage de qualité et le renforcement de l'action collective des organisations communautaires et des enfants. Yacouba Dena, directeur pays de l'ONG Right to Play. Au total, 37 546 enfants de 6 à 12 ans, dont 150 membres des organisations communautaires de base, 80 volontaires communautaires, 440 enseignants et directeurs d'école, 180 membres du comité de gestion scolaire CGS qui bénéficieront directement du projet. Je suis heureux d'annoncer que la solidarité manifestée par AMC Affaires Mondiales Canada pour faire agir Right to Play auprès du gouvernement malien à travers Empower est d'une enveloppe financière de 3 milliards 266 156 960 francs CFA sur une période de 4 années. François Lafrenière, ambassadeur du Canada au Mali. Ce projet s'inscrit pour nous, le Canada, dans une campagne que nous appelons Ensemble pour l'apprentissage, qui est un effort international de 3 ans visant à promouvoir une éducation de qualité et l'apprentissage tout au long de la vie pour les réfugiés et les déplacés. Le projet Empower s'inscrit dans la dynamique du programme des priorités du gouvernement de transition, dira le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, Oumarou Diarra. Le ciblage des secteurs concernés apporte une grande cohérence et permettra de renforcer la synergie des actions prioritaires à la fois des départements de l'éducation, de la décentralisation, du développement social et de la solidarité et de l'action humanitaire. La mise en œuvre du projet Empower nécessitera l'implication effective de 60 écoles fondamentales, 20 centres d'apprentissage temporaire, 4 centres d'animation pédagogique et 3 académies d'enseignement des régions de Badiankara, Mopti et Gao. Le résumé de la page des sports, c'est avec Isaac Chenou qui nous parle de basketball et avec la 9e journée du championnat national de première division qui se joue ce samedi. Nous parlerons également du championnat national de Ligue 1 et de la CAN des moins de 23 ans. Suivons ensemble. Maroc-Guinée, c'est le match d'ouverture de cette CAN des moins de 23 ans au Maroc. Un match Maroc-Guinée qui promet d'être une rencontre passionnante. Les Lionceaux de l'Atlas auront l'avantage de jouer à domicile, ce qui pourrait leur donner un bel avantage sur le plan de la motivation avec le soutien des sporteurs. En tant qu'équipe haute, ils chercheront à démarrer le tournoi en force et à impressionner dès le premier match. Après le carton contre la Mauritanie 4-1 en guise de premier match de préparation, les poulains d'Issam Charey
ont pris le dessus sur la Zambie 3-1 lundi au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. La Guinée, de son côté, dispute le premier match de son histoire dans le tournoi et est déterminée à bien figurer dans cette compétition pour redorer l'image du football guinéen. Malgré des insuffisances dans leur préparation, les coéquipiers d'Agibou Kamara feront tout leur possible pour réaliser une performance solide et créer la surprise. A noter également que les deux autres équipes de ce groupe A, le Ghana et le Congo, s'affronteront dimanche. Le Mali, dans le groupe B, fera son entrée en liste dimanche à partir de 21h face au Gabon au stade Ibn Battuta. Championnat de Ligue 1, la 27e journée démarre demain et prendra fin lundi. Ici à Bamako, sur le terrain ABM Foot, l'AS Police va croiser le fer avec le Djoliba. Sur le terrain de l'ASB, l'Afrique Football Elite sera face à l'USFAS. Au club sportif Karouga Keita, l'AS Black Star de Badrabou va se mesurer à l'Union sportive du Cercle de Keita. À Sotiba, sur le terrain du Sabra de Bamako, l'ASCO va défier Yellow Olympique déjà relégué en division inférieure. Sur les installations du Rallye de Bamako, Binga FC va croiser le fer avec les 11 4 de Nyarela. La journée prendra fin lundi avec 3 matchs, à savoir Real El Seba, COB Salamé de Bamako et à Barouli, AS Bakaridia, Union sportive de Bougouni. Basketball pour terminer, la 9e journée du championnat national de première division se joue ce samedi en dame. Le derby de la capitale mettra aux prises le Salamé de Bamako et le Djoliba. Juste après, le centre Salamatou Maïga de Caille en déplacement va en découdre avec l'AS Police. Ces deux rencontres sont prévues dans la salle Salamatou Maïga. Au même moment, dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars, qui accueillera donc deux autres explications toujours chez les dames, l'AS Commune 6 cherchera à s'imposer devant Calaban Sport et l'ISFAS sera opposé à l'AS Real. Chez les hommes, à partir de 14h, le Stade Malien de Bamako, après son premier revers de la saison devant l'AS de Bamako, tentera de se relever face à son rival de tous les jours, le Djoliba de Bamako. L'AS Police cherchera à dompter la surprenante équipe du Ski de Caille. Entre-temps, dans la salle de la Hydra du stade du 26 mars à 14h, l'AS Mandé et Attack Club seront face à face. Et bien, en dernière heure, suivra la dernière rencontre de la soirée entre l'USFAS et l'AS Real. Chronique culture et société. Oui, elle s'intéresse aujourd'hui à la biennale artistique après 13 ans d'absence à Mopti. Focus ce matin sur Ambodejo, une figure emblématique de l'Empire Peul de Massina. C'est avec Alpha Maïga. L'oralité n'étant toujours pas la fidélité dans la relation des faits, mais surtout l'oral essaie de plaire, de distraire et de magnifier. Nous sommes dans un vaste empire situé dans la boucle du Niger, l'empire Peul du Massina à travers la contrée Mopti. Mopti, tout un symbole. C'est la maison de l'argent et des moustiques, de la promiscuité, de l'avoir et de l'abondance. Djadje Amasango, professeur de critique littéraire. Mopti, où toutes les ethnies se rencontrent et se brassent. Mopti, où le parler est constitué de 4 à 5 dialectes. Mopti, de l'avoir et du savoir. Mopti, de l'effort et de la récompense. Mopti, de Hambodejo Hamadi Pate Yalla. Hambodejo Hamadi Pate Yalla, l'Empire Peul du Massina. Avec l'ensemble instrumental de Mopti, le récit de ce héros a pu être conté et chanté. Hambodejo est un preux guerrier, un ardo. On appelle ardo ces preux guerriers-là qui luttent et qui détruisent les troupes ennemies pour l'honneur et la dignité, pour inscrire leur nom en lettres d'argent ou d'or dans les annales de l'histoire, qui n'ont d'autre souci que de développer les vertus cardinales et les dignités ancestrales. Les Arbes, c'est ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour leur honneur. De leur nombre, Hambodejo Hamadi Pate Yalla, que la troupe de Mopti a chanté en 1978 comme un modèle accompli de gouvernance. L'histoire le magnifie avec plein d'anecdotes, d'émotions et d'enseignements. Aujourd'hui, il est pour la société du Mali une grande source de fierté, de générosité, de courage et de dignité. Hambodejo a développé un empire qui a un contenu, qui a un espace et qui a des valeurs. Et on lui a posé un certain nombre de questions qui sont d'actualité aujourd'hui. Pourquoi de ton temps, quand le ciel s'assombrit et s'alourdit de nuages, il y a toujours la pluie? Il a dit parce qu'il est un chef qui n'a pas la braguette facile, c'est-à-dire qui ne fait pas l'adultère. On lui a dit, Hambodejo, pourquoi
De ton temps, très rarement, un jeune aux cheveux noirs meurt. Il dit parce qu'il est un chef généreux. On lui dit, Hambodeyo, pourquoi tu es toujours victorieux à la guerre? Il dit, parce qu'en allant à la guerre, il va avec deux choses, vaincre ou périr. Et ceux-là qui sont derrière lui, il décrit le nombre de ses corps d'armée, les fantassins, les archers, ses portefaix, et il décrit la valeur de chaque groupe. Le récit des événements passés qui porte sur Ambodejo ou l'histoire mythique d'un héros Peul est un bel exemple. Exemple dans lequel le peuple en crise du Mali peut puiser des ressources, c'est-à-dire affronter les difficultés du moment, envisager un avenir plus radieux avec beaucoup plus d'espoir. Au XVIIIe siècle, ce que Hambodejo a dit, en son temps, c'est aujourd'hui d'actualité. Le premier problème, c'est le problème de la redevabilité. Ne fais jamais sans consulter le premier rang. Ne fais jamais sans ton peuple prendre leur avis. Parce que c'est pour eux et par eux que tu fais. Il y a des caractères qu'un chef doit avoir pour développer l'éthique. Il faut que toi-même tu développes un certain nombre de valeurs. Il a dit, il est généreux. Il ne fait pas d'adultère, il n'a pas peur, ni d'un homme ni d'un djinn, pour travailler pour le peuple, pour faire pour le peuple et dire pour le peuple. Et c'est extrêmement important. À aucun moment il n'a parlé de moi. Il a parlé toujours de la cause publique pour inscrire son nom dans l'histoire et définitivement. C'est exactement ce qu'il est en train de chanter aussi. Et c'est ça Hambodejo. Il faut le dire, sans honneur, que ferais-je de la vie? Mourir est une loi inévitable. Mais se laisser honnir sans réaction, c'est manquer de courage et de vertu, disait Amadou Ampateba. Merci à vous qui nous suivez depuis la page Facebook de l'ORTM en direct. Cela grâce à Tamsir Diabaté qui assure la mise en ligne de cette édition. Une édition que vous pourrez retrouver sur notre site www.ortm.ml et nos différentes plateformes digitales. Cette édition a été donc mise en œuvre par Abse Traoré à la coordination éditoriale, Ousmane Dao, présentation Mohamed Diarra, passé d'excellents moments accompagnés d'un programme de l'ORTM. Au revoir.